1948, photo aérienne de l'IGN, on voit que les baraquements, 12 baraquements ont disparu, il reste les 3, on voit très bien la trace des autres. Bon, ces 3 baraquements, donc, qui sont toujours là aujourd'hui, alors vas-y, tu peux continuer, photo suivante. Voilà, ça c'était les réfugiés de Nouilly, c'est la seule photo que je possède sur l'utilisation des baraquements. Regardez le poil qu'on aperçoit sur la droite, je ne sais pas si c'est le même qui existe aujourd'hui, toujours dans un baraquement, il faut que je vérifie. Continue. Une inscription, est-ce qu'elle date des habitants de Nouilly, Metz, bon, qui est toujours dans un des baraquements. Suivante. Alors, un des baraquements est utilisé entre 46-47 et 1975 comme atelier par un menuisier, M. Duflot. Envoyez ce poil-là, je ne sais pas si c'est le même modèle. L'autre baraquement, c'est un ancien dortoir, ceci. L'autre baraquement voisin a été utilisé par une entreprise qui a conditionné les betteraves, laquelle a utilisé aussi un certain temps le château de Pana, qu'on appelait aussi le château des betteraves, un certain temps, et ensuite aussi par le propriétaire, M. Darol. Suivante. Donc, actuellement, voilà les baraquements entourés. Le propriétaire, qui est M. Gérard Darol, actuellement, a vendu l'espace où étaient les baraquements, plus des parcelles voisines, pour la construction d'un nouveau groupe scolaire. Et le petit baraquement, le dernier, lui, a servi et sert toujours, est habité. Il y a eu 2 logements qui étaient loués à des particuliers, actuellement un seul logement. Tu veux passer la suivante, on voit le groupe scolaire qui est à l'emplacement, donc les baraquements étaient à peu près sur le parking et la façade là, du groupe scolaire. Voilà pour l'île Jourdain. Ces baraquements, j'ajoute que le propriétaire tient à les conserver, les entretient, et voilà. C'est quand même, ça fait partie d'un patrimoine, je pense qu'il faut préserver, et ceux-là sont dans leur jus un peu. D'accord, on passe au clan de Nogaro. Simplement une précision par rapport à ce qu'a dit le collègue de Risque concernant les baraquements de Nogaro. Ils ont été effectivement utilisés pour l'enseignement, puisque c'est devenu la cité scolaire d'Artagnan, oui. Mais ils ont été utilisés dès la fin de 1943 pour un centre de pré-apprentissage rural. Donc les baraquements ont été utilisés avant 1946. Et en 1946, ils le partageaient avec un régiment d'aviateurs. Mais ils sont restés très longtemps au lycée de Nogaro. Ah oui, oui, moi aussi, c'est pour ça. Ils sont restés très longtemps. Oui, merci. Alors pour Montestruc, un petit peu la même chose. Après la guerre, une demande extraordinaire de matériaux. On manque de matériaux, donc les baraquements qui ne trouvent pas preneur vont être mis aux enchères. Mais l'organisme qui s'occupe de ces cités n'est plus le service des réfugiés, mais l'office des anciens combattants, vont mettre aux enchères ces baraquements. La mairie est prioritaire, elle voudrait en acheter puis elle hésite, elle n'en achète pas finalement. Elle demande de prendre la pierre pour les chemins communaux et 4 ou 5 baraquements vont être conservés. Je vous avais montré tout à l'heure qui est habité par M. Ninon. Il y en a un qui ira comme salle des fêtes de Luçan, une autre à Bajonette, je crois. Donc la plupart des baraquements seront démolis, le matériau vendu et 4 ou 5 seront récupérés. Les lieux, les terrains vont être utilisés après les inondations catastrophiques de 1977 et servir pour des habitations qui sont hors de la zone dangereuse de Montestruc. Amirande, est-ce qu'on sait ce que ça devient? Alors, le fameux baraquement Adrien, qui était un baraquement démontable en bois, qui avait été conçu par M. Adrien pour la guerre de 14 et qui avait refait surface à ce moment-là, et qui avait servi au début, en 1939, d'école pour les petits, d'école primaire pour les petits Alsaciens et de cantine pour les petits réfugiés alsaciens et de cantine, et qui ensuite servait de foyer pour la communauté des Alsaciens
ancien qui était réfugié et ensuite qui a dû servir, c'est pas très bien renseigné, mais aussi à héberger des troupes quand il y a eu amiral de la nécessité d'héberger certaines troupes. Et bien, tout simplement, à la fin de la guerre, ce baraquement qui avait exactement les dimensions des baraquements en dur dont vous avez parlé là, il a été tout simplement démonté. Quant aux 2 pavillons infirmerie qui avaient été construits comme une extension de l'hôpital, ils ont duré, donc je vous l'ai dit, jusqu'à la fin de l'hôpital. Ils ont été ensuite transformés en dispensaires. À la fin de la guerre, c'était un dispensaire départemental. Et ensuite, ils sont devenus, dans la section maison de retraite de l'hôpital, l'endroit, les pavillons où on accueillait les vieillards les plus valides. Et donc, ils ont disparu au moment de la destruction de l'ancien hôpital pour construire l'hôpital actuel. Et maintenant, à leur emplacement, il y a le parking. Voilà. Voilà, et bien, alors on termine par Roche, après je crois que j'ai oublié personne. Ah, Masseube, oui, j'ai oublié. Bon, à Masseube, le camp a continué jusqu'en 1948. Peut-être même la moitié de l'année, le milieu de l'année. Donc la césure n'est pas en 46, mais en 45. Jusque-là, le camp, jusqu'à la fin de l'année 44, le camp était un camp dans lequel on avait regroupé des juifs de Nexon, près de Limoges, et de Gurs et de quelques camps, en compagnie d'Espagnols, 80% de juifs, 20% d'Espagnols. À partir de là, les choses changent. Le camp a été allégé, il ne reste plus que 200 personnes, parce qu'il y a eu des transferts vers d'autres camps, parce que le camp était trop. Il y avait trop de monde, il y avait 350 personnes, c'était trop. Alors à partir de 45, le camp continue de fonctionner dans les mêmes conditions, et je ne sais pas s'il passe vraiment au ministère des réfugiés et des prisonniers. Enfin là, je n'ai pas encore bien su exactement comment ça se passait. Il a servi pour regrouper des gens, surtout à 80% des Espagnols, 20% d'Europe centrale, des gens qui venaient de groupes de travailleurs étrangers ou de travail dans tout le sud-ouest, le sud de la France, et qui étaient, les Espagnols étaient au nombre de 35, je crois qu'il y avait 35 invalides de guerre. C'était des gens à qui il manquait un bras, il manquait une jambe, mais qui travaillaient quand même dans les mines de fluor du côté de Combronde, par exemple. Donc on les a fait venir, c'est des gens qui étaient au bout du rouleau, on comprend bien quand même, ça c'est extraordinaire ce qu'ils avaient vécu, et ils sont malades, et par paquet, par petits paquets, on les envoie. Alors pratiquement tous les hôpitaux de la région ont été utilisés pour les recaser. Alors après ça, on arrive au milieu de l'année 48, le camp sert de colonie de vacances pendant combien de temps, je ne sais pas. Et puis après, il va y avoir ça c'est à voir, je vais le trouver un de ces jours, et il va y avoir bien le démontage au fur et à mesure de la progression du lotissement. Et on a démonté petit à petit au fur et à mesure que ça progressait, les matériaux ont été vendus. Il y a des gens qui ont refait la toiture avec tous les mécaniques, on ne trouve pas facilement, c'était une bénédiction. Et en 62, un bâtiment de 20 mètres qui se trouvait au fond du camp, il en restait peut-être 2 ou 3, a été démonté pour être remonté à l'Institut Saint-Christophe après l'incendie du château et pouvoir continuer faire la rentrée scolaire suivante. Et donc il a servi de dortoir pendant au moins l'hiver, qui n'a pas été mal. Et une partie va être rasée. Il n'était pas démontable, ils l'ont remonté. Enfin, le frère Lucien était très fort, mais quand même, il y avait pas mal. Alors il mettait les posters, ça coupe. Les bâtiments du camp vont être démolis, sauf l'un d'eux qui a accueilli un club de gymnastique pendant assez longtemps, jusqu'à il y a une dizaine d'années. Mais l'essentiel du terrain va être occupé par l'école Saint-Exupéry actuelle, qui fonctionnait déjà en 1956. Voilà, et bien mesdames, messieurs, je crois que nous arrivons au terme de cette séance particulièrement riche, un peu longue mais particulièrement riche. Je voudrais, en votre nom à tous, remercier toutes les équipes et toutes les personnes qui ont travaillé pour ces recherches et qui sont peut-être un peu frustrées parce que leur intervention a été écourtée, n'a pas été totalement prise en compte. Mais ce que je peux dire, c'est que nous avons à les remercier et que les textes seront publiés dans le bulletin du 4e trimestre de cette année, parution au mois de janvier.
et qu'il y aura beaucoup de photos, beaucoup de documents. Et je crois que cette séance vous a et nous a apporté une ouverture particulière sur ces cités d'accueil et ces camps. Je vous remercie et nous applaudissons très fort tous ceux qui ont participé au travail.